Bonjour à tous, nous sommes sur ce plateau de Géopolitique Profonde, les émissions du vendredi et du samedi, et nous sommes samedi soir. Je rappelle, toujours en introduction, la revue Géopolitique Profonde. Là, vous avez la 18e, et de l'autre côté, vous avez la 19e. On a des auteurs, d'ailleurs, qui se recoupent, que nous avons toujours dans les plateaux, sur les plateaux, pardon, que ce soit les plateaux du soir, que ce soit les émissions du matin, ou même certaines émissions du midi ou du soir tard, puisque dorénavant, nous avons même des formules passées 22 heures. Par exemple, dans le 19e numéro, celui de décembre, le dernier de l'année, des articles extrêmement intéressants avec en particulier Claude Janvier, qui est une connaissance des matinales, c'est le permanent du lundi matin, chers internautes. Et puis aussi Gérard Chevrier. Gérard Chevrier, c'est un auteur constant de mon collègue Raphaël Beslu, tous les jours, justement, du lundi au vendredi, dans les matinales. Donc, eh bien, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est parce que nous sommes une communauté, c'est de venir nous rejoindre. Il y a une semaine de gratuité, que ce soit une gratuité numérique ou papier, qui vous donne surtout accès à cet espace privé, espace numérique où des formations sont dispensées, en particulier en matière de décentralisation financière. Noël approche, et Noël approchant, vous pouvez aller visiter la boutique avec les produits dérivés de Géopolitique Profonde. Vous avez, vous voyez, les mugs, évidemment, les bonnets, les casquettes et les sweats à capuche. Tout un programme, si vous avez encore des idées de cadeaux inassouvis pour Noël, c'est dans quelques jours, chers amis. Je me tourne et je me retourne vers mon compère du samedi soir, qui cette semaine aura été aussi du vendredi soir. C'est Laurent Arthur Duplessis, géopolitologue. Déjà, bonjour. Bonjour Laurent. Nicolas. On va parler finalement, on peut s'appuyer d'ailleurs sur la conférence de presse de Vladimir Poutine, annuelle, un petit peu l'équivalent du discours à la nation du chef de l'État, du président américain. Ça a un petit peu plus de valeur et de tenue que la causerie au coin du feu du 31 décembre à 20h pour les vœux du président de la République française. Ça a été un exercice quand même de plus de 4 heures. Oui. Pour quelqu'un qui est moribond, qui a je ne sais combien de cancers, vous avouerez qu'il a fait fort, encore une fois, Vladimir. Alors, il a l'air en très grande forme physiquement, mais aussi affûté, psychologiquement, moralement. Très affûté et, je dirais, détendu. Très détendu. Et il a de bonnes raisons d'être très détendu tout de même. Parce que il est clair que le front ukrainien fatigue de plus en plus, que l'armée ukrainienne recule de plus en plus, et notamment du côté de Pokrovsk, enfin de manière générale dans le Donbass, il y a une crise morale qui affecte les combattants ukrainiens, dont beaucoup ont la quarantaine, parfois la cinquantaine. Alors, énormément de désertions, semble-t-il. Beaucoup de désertions, beaucoup de morts et d'estropiés, de blessés donc de pertes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand le gouvernement anglais, le ministre de la Défense fait part de plus de 700 000 pertes en Russie, c'est grotesque, c'est purement grotesque. S'il y avait 700 000 pertes, il n'y aurait plus de combat. L'armée russe serait hors de combat. Enfin bon, on confine à l'idiotie. Oui. Dans le fond ukraino, dans le camp ukraino. Car regardez, votre ami Finandrine me partageait pas plus tard qu'aujourd'hui une information rocambolesque et ridicule. Zelensky expliquait qu'on ne pouvait pas visionner et réussir à isoler sur la caméra des Nord-Coréens. Tenez-vous bien, parce que, paraît-il, les Russes leur brûleraient le visage. On avait la version Poutine qui mange des enfants dès le petit déjeuner. Maintenant, on a ces horribles Russes qui brûlent le visage des Nord-Coréens, selon Zelensky, pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Ça vaut en 14-18 les Hulans qui ont broché les bébés à la baïonnette. C'était la propagande française à l'époque. Ah, bah comme quoi. Commençons par balayer devant notre porte. Et il y avait un contraste absolument saisissant entre
bonne santé physique et morale de Poutine qui rayonnait sur les écrans, et la détresse de Zelensky, qui a fait une déclaration éperdue. Il était désespéré, il n'arrivait même plus à jouer le vainqueur, il n'arrivait même plus à mobiliser ses talents d'acteur. Et puis il s'est débarrassé ensuite de son matériel, il l'a jeté sur la table quasiment. Enfin, il était au bord du burn-out, le pauvre homme. Et bon, ça fait 3 ans, effectivement, qu'il est en plein exercice. Il y a des excès de produits euphorisants qui peut-être expliquent aussi, malheureusement... Oui, mais alors, peut-être la descente due à la cocaïne, mais peut-être aussi la descente due au fait que l'armée ukrainienne est en crise, là. Elle est vraiment en crise parce que il manque d'obus, il manque de matériel, il n'y a pas de relève. Les gars sont aux limites de l'épuisement. Même les troupes les plus aguerries oui. déserteraient actuellement en nombre. Oui, parce que leurs pertes sont énormes et il y a le sentiment qui se développe chez les combattants que ça n'a plus de sens tout ça. Que de toute façon, les objectifs officiels qui sont de vaincre la Russie deviennent ridicules, quoi. Ils sont plus acceptables. Et il semblerait même que dans la population civile ukrainienne, le sentiment qu'il faut vraiment arrêter tout ça se développe aussi beaucoup. Une population civile qui souffre énormément des destructions des centrales électriques, donc l'absence de chauffage et d'eau, parce que l'eau dépend aussi de l'énergie électrique qui l'amène, etc. Et puis une population civile qui commence à comprendre que ça mène à rien aussi. On pourrait peut-être, avant de présenter notre invité principal, Laurent Arthur Duplessis, s'attarder juste sur une formule de Poutine hier lors de sa conférence de presse, lorsqu'il met au défi les Occidentaux, une sorte de défi qui est lancé, en expliquant, voilà, je vais utiliser un missile hypersonique que vous appelez, vous, hypervéloce, orejnik, noisetier, hein, si on veut le traduire en bon français, sur une cible désignée au hasard Kiev. Et puis vous mettez en face l'ensemble de vos technologies anti-missiles, anti-aériennes, et puis on regarde si eh bien, finalement le missile touche ou non sa cible. Alors c'est crucial cela, parce qu'en effet, les Russes ont développé, à partir de la trouvaille scientifique du physicien français Jean-Pierre Petit, que vous connaissez très bien, ils ont développé, en mettant de gros moyens matériels et humains, cette technique des milices hypervéloces, des missiles hypervéloces qui vont entre Mach 10 et Mach 15, et qui, de par leur vitesse, ils montent dans la stratosphère et redescendent, et de par leur vitesse, sont presque inarrêtables par les systèmes antimissiles. Surtout dans la phase de redescente, hein, voilà, laquelle va le plus vite. Dans la phase de descente. Et en fait, ce que dit Poutine, c'est aux Américains, bon, on a une avance technologique sur vous qui est considérable. Donc, de toute façon, modérez-vous, n'essayez pas de provoquer une escalade, parce que nous y sommes prêts à l'escalade, et c'est nous qui aurons le dessus. Alors, en effet, il est clair que dans une guerre de missiles, avec les hypervéloces, les Russes ont la possibilité de couper en deux un porte-avions américain, ne serait-ce que par l'énergie cinétique du missile, quand il arrive à Mach 15, sans même avoir besoin de mettre un explosif classique ou nucléaire dessus. Alors, effectivement, c'est un dialogue entre Moscou et Washington, là, maintenant. Ça, je dirais que ça passe au-dessus de la tête de l'Ukraine, d'une certaine manière. Et donc, le défi, c'est de dire, mettez ce que vous avez de mieux en système antimissile, et puis on va faire l'expérience, on va voir si notre hypervéloce traverse ou pas. C'est un défi qui a du sens dans une large mesure, parce que c'est pour prouver la supériorité technologique des hypervéloces russes, qui est une avancée majeure en termes de missiles. Et d'autre part, ce que voudrait aussi prouver Poutine, c'est que
avec ces hypervélos, il y a moyen d'atteindre tous les objectifs que l'on veut, centre de commandement fortement enterré, stratégique, etc., sans utiliser l'arme nucléaire, donc sans radiation atomique. Alors évidemment, ça ouvre des possibilités nouvelles pour des affrontements de grande ampleur, qui ne seraient pas atomiques, qui resteraient, qui auraient des dégâts limités sur le plan des radiations. Enfin, qui n'auraient pas de dégâts de radiation. Parfait. Écoutez, on ne va pas tarder plus, Laurent, pour présenter notre invité principal, Bernard Wicht, oui. Qui est enseignant à l'université de Lausanne. Il a peut-être d'ailleurs comme collègue notre Mozart de la finance, Bruno Le Maire. Il nous dira peut-être ou pas tout à l'heure s'il le croise parfois dans les couloirs de l'université. Il est stratégiste. C'est un spécialiste de tout ce qui concerne, entre autres, la stratégie militaire, les différents types de guerres. Les guerres, elles évoluent avec le temps. On parle de guerres de génération, 1, 2, 3, 4, 5 même maintenant. Je crois que la guerre... alors déjà, bonjour, j'allais manquer à tous mes devoirs. Bonjour Bernard Wicht et bienvenue sur ce plateau de géopolitique profonde. Je dois préciser que Bernard Wicht jouit d'un très très grand prestige dans tous les milieux pensants, dans le domaine de la stratégie militaire, de la géopolitique, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement renommé dans toutes ces sphères-là. Eh bien voilà, le décor est planté. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, merci de cette invitation. Je me réjouis de ce petit débat ce soir. Voilà, vous allez pouvoir en effet débattre avec Laurent Arthur Duplessis et puis échanger surtout avec nous et peut-être débuter, je ne sais pas ce que vous en pensez Laurent, poser la question à Bernard Wicht, de savoir si finalement cette guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, va avoir des conséquences importantes et lesquelles en matière de stratégie. Vaste question. Alors, je dirais que il va y avoir, il y a d'abord une conséquence militaire immédiate, c'est que l'Europe occidentale, enfin l'OTAN, hors États-Unis, s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout prêt à une guerre conventionnelle face à un adversaire comme la Russie. Et donc, on assiste à une fuite en avant pour l'achat de matériel, essayer de remonter des armées qui étaient réduites, qui se sont toujours réduites comme peau de chagrin avec des effectifs squelettiques. Ce qui n'a rien arrangé, c'est que la plupart des pays de l'OTAN, des pays européens de l'OTAN ont vidé leurs maigres arsenaux pour donner ces armes à l'Ukraine. Donc là, il y a une prise de conscience militaire que finalement, l'Europe n'est absolument pas prête. Il y a peut-être la Pologne qui échappe à ce constat, mais par exemple, prenons le cas de l'Allemagne, c'est quand même un espace géopolitique central dans l'échiquier européen. La Bundeswehr est totalement hors service. Au moment de l'éclatement de la guerre, le chancelier Scholz a dit qu'il allait débloquer 100 milliards sur 10 ans. Et ce qui était intéressant, c'est que les experts militaires allemands qui se sont exprimés dans la presse ont dit 100 milliards, c'est juste le minimum et on n'est pas sûr d'y arriver en 10 ans. Et voilà. Donc ça, c'est la première. Par an. Ça fait 10 milliards par an. Oui. 100 voilà. Milliards sur 10 ans, ça fait 10 milliards par an. C'est tout. Par an, oui. Mais ce qui était intéressant, c'est que les experts disaient c'est pas trop. Dans une Allemagne qui est relativement en difficulté économique, les experts militaires disaient ce n'est pas trop et on n'est même pas sûr que ça suffise sur 10 ans. Donc ça fait un premier constat. Au fond, il y a une espèce de vide militaire en Europe centrale et occidentale qui est vraiment très très inquiétant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, alors on reviendra après sur les expériences de guerre, mais Vladimir Poutine, lorsqu'il a lancé cette guerre, enfin, parce qu'il faut quand même le dire, hein, on l'a forcé et contraint à le faire. On pourra y revenir aussi sur les circonstances de tout à l'heure. Lorsque forcé et contraint, il a dû lancer cette guerre pour éviter un nettoyage ethnique des deux républiques autonomes du Donbass.
il a quand même fixé des objectifs qui sont tout à fait intéressants. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « je veux prendre Kiev », contrairement à ce que tout le monde croit. Ou je veux occuper l'Ukraine jusqu'à sa frontière la plus occidentale. Non, il l'a exprimé très clairement dans les réunions d'un think tank russe, purement russe, qui s'appelle Valdai, et dans lequel il s'exprime régulièrement. Et en janvier 2022, donc un mois avant le début de la guerre, il a dit l'hypothèse devant ce think tank, l'hypothèse guerre est plausible. Elle est un scénario que nous pouvons envisager. Et nous, si nous le faisons, nous ne visons pas des objectifs militaires, mais nous visons la déstabilisation du monde occidental. Et c'était intéressant de voir que c'est pas une déstabilisation. Quand il parlait de ça, il parlait pas d'une déstabilisation militaire ni politique. Il parlait d'une déstabilisation beaucoup plus systémique en disant c'est une déstabilisation parce que tout ce système est très fragile et parce qu'il est articulé autour du dollar. Et il faut bien reconnaître que depuis le 24 février 2022, on a vu les résultats. Hein, on a vu les résultats. Plus d'économie d'énergie bon marché à travers la Baltique. Donc le moteur économique allemand est à l'arrêt. Les autres économies européennes sont pas très bonnes. Le Royaume-Uni, on n'en parle pas. Donc voilà, hein, il a posé des objectifs, on va dire vraiment de niveau macro-stratégique, et il a, on va dire, déchiré le voile du vide stratégique qu'il a en face de lui. Ouais. Laurent. Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, on peut même constater qu'il y a eu des réactions en chaîne qui ont accentué encore cette instabilité économique de l'Europe, puisque les États-Unis ont exécuté ou commandité l'exécution du sabotage des gazoducs Nord Stream de manière à, en quelque sorte, miner l'industrie allemande et européenne. En tout cas, ça a été la conséquence de ce sabotage. Et on voit que maintenant, les usines allemandes s'exportent sur le territoire américain de plus en plus vite pour y bénéficier d'un gaz 3 fois moins cher et également des subventions du gouvernement américain pour les industriels qui s'installent sur le territoire américain. Donc l'Europe est en quelque sorte vampirisée maintenant par les États-Unis. Mais Bernard Wiesch, moi ce que j'aimerais avoir comme information déjà dans cette émission, c'est qu'est-ce que les Russes ont tiré comme conséquence de la guerre ? Parce que qu'ils aient prétendu ou qu'ils considèrent en 2022 qu'ils avaient un certain nombre d'objectifs et qu'en effet ça n'avait rien à voir avec les objectifs prétendus, en tout cas supposés, néanmoins, qu'est-ce qu'ils en ont ? Est-ce qu'ils en ont tiré, bien sûr, la certitude de ce que vous disiez au début, c'est-à-dire le vide sidéral de ceux qui leur faisaient face ? Alors, si vous permettez, là, je fais une analyse sur la base d'hypothèses, parce que on a relativement peu d'informations. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque Vladimir Poutine annonce quelque chose, il le réalise, mais après, évidemment, il est trop bon stratège pour dévoiler ses plans. Alors, et là, je soulève des hypothèses, je soulève des questions. Il y a des arguments qui plaident en faveur des questions que je soulève, mais je n'ai pas la réponse. La première chose, je pense qu'ils se sont rendus compte avec une certaine surprise favorable de la fragilité de l'OTAN. Alors, la fragilité non pas en termes de communication, parce que là, de ce côté-là, oui, l'OTAN fait assez bien son travail, mais la fragilité pour le reste. Avec des États-Unis qui, au fond, ne sont plus du tout dans la logique de 2003, on entre en Ukraine, on est à la barbe de tout le monde, on est les meilleurs et on va apporter la démocratie et les droits de l'homme, avec des États-Unis qui, au fond, entrent, on veut dire, dans cette guerre un peu à reculons. Et après, et ça c'est mon premier constat, ma première question. Le deuxième constat, la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'accentue pas volontairement
l'effet de surexpansion impériale de façon à vraiment affaiblir le leader mondial. Alors là, on peut voir quand même je dirais, l'appui de la Chine, qui quand même met la pression sur Taïwan. Les États-Unis ne peuvent pas laisser tomber Taïwan, ni cette région du Pacifique. Ils avaient 2 groupes de flottes dans la région, mais à cause du conflit Israël-Hamas, ils ont dû déplacer un groupe en Méditerranée orientale. Donc, voilà, on a 2 groupes navals. C'est quand même, c'est gigantesque. C'est des sommes considérables qui sont nécessaires pour entretenir ces 2 flottes dans ces régions-là. Et donc, après, on a une Chine qui ne cesse pas de mettre la pression sur Taïwan avec des manœuvres de plus en plus agressives, provocatrices, etc., qui obligent, au fond, les États-Unis à venir en soutien à leurs alliés. On vient de voir qu'ils ont fait une première livraison de chars à Taïwan, etc. Alors qu'ils sont bien empêtrés à essayer de maintenir debout le régime Zelensky avec ses groupes paramilitaires et ses mercenaires. Donc, il y a l'effet de surexpansion impériale. À mon avis, là, il a été vraiment compris par Vladimir Poutine et ses états-majors politiques et militaires. Deuxième effet de la surexpansion impériale, c'est quand même la Corée du Nord. La Corée du Nord qui soudain devient assez provocatrice avec la Corée du Sud, qui fait des tirs, on voit même des tentatives de patrouille qui essaient de s'infiltrer, donc la tension monte, etc. Kim Jong-il dit qu'il va, j'ai un peu de peine avec les noms de différents dictateurs nord-coréens. C'est la Corée du Nord, en tout cas. C'est Kim Jong-un. La Corée du Nord. Oui, c'était son père qui m'ont... Oui, c'était son Voilà. père. Je devrais le savoir parce que le fils a fait ses études en Suisse, dans mon pays. Donc, donc avec des déclarations comme quoi il a des missiles lui aussi qu'il peut frapper. Donc, voilà, hein, il y a là vraiment et l'allié américain est de plus en plus sollicité. Exemple supplémentaire avec la Corée du Nord, la Chine, les États-Unis doivent remettre en place leur réseau de base dans le Pacifique qui était tombé en déliquescence pratiquement au plus tard à partir des années 60. Et là, ils sont en train de remettre en place des aérodromes, des bases pour accueillir des navires. Mais ça leur coûte des centaines et des centaines de millions de dollars. Or, ils n'ont bientôt plus ces moyens-là. Donc là, il y a cet aspect, je dirais que les Russes ont senti sans doute, Vladimir Poutine en première ligne, senti que au-delà du discours très belliciste, avec les déclarations, comme le disait Monsieur Arthur Duplessis tout à l'heure, où on présente des taux de perte totalement surréalistes, hein, dans lesquels la presse relaye sans aucun recul critique ni aucune analyse. On pourra y revenir tout à l'heure si nécessaire. Donc je pense que là ils ont saisi une fragilité et qu'ils sont en train de la travailler. Il faut quand même dire que cette fragilité n'est pas à sens unique. L'Iran, grand allié de la Russie, et maintenant, suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, montre de son côté aussi des risques de fragilité, ou du moins des symptômes de fragilité intérieure entre une classe sociale supérieure, laïque, libérale, tournée vers l'Occident, et une autre partie de la population beaucoup plus conservatrice. Donc là, il y a aussi sans doute des prises de conscience qui expliquent que sans doute pourquoi la Russie et l'Iran ne se sont pas vraiment battus pour maintenir le régime de Bachar el-Assad. Donc ces fragilités s'expriment dans les deux sens. Ce qui a aussi dû être ressenti par les Russes, c'est que leur industrie de défense est sans doute bien meilleure que celle de l'OTAN, mais néanmoins pas encore tout à fait à la hauteur.
ils ont eu besoin des drones iraniens, ils ont eu besoin de la munition livrée contre nourriture et énergie par la Corée du Nord. Donc, malgré tout, leur complexe militaro-industriel, ils s'en rendent compte, n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Ils montent en puissance, mais le fait qu'ils aient eu besoin de faire appel à l'Iran et à la Corée du Nord pour, disons, les armes de saturation, que ce soit l'artillerie, que ce soit les drones, c'est un signe assez intéressant de voir que ils sont conscients que leur potentiel militaro-industriel n'est pas encore au maximum de ses possibilités. L'autre chose. Alors juste, je rebondis tout de suite là, Bernard Wich, là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que si, imaginons, demain, l'ensemble des forces de l'OTAN conventionnelles venaient à entrer en action contre la Russie, et que la Russie, elle, ferait un effort de guerre maximal. Est-ce à dire, vu de ce que vous venez de dénoncer, est-ce que je peux en conclure, et les auditeurs avec moi, que finalement, par le fait, entre autres, de la saturation, eh bien, aujourd'hui, l'OTAN reste la première puissance mondiale si elle se coalise dans son ensemble, je dis bien sur le plan purement conventionnel. Non. Soyons sérieux, j'entends. Qu'est-ce qu'il y a en Europe avec l'OTAN? L'OTAN dans son ensemble, États-Unis compris. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'armée française est la seule qui a une expérience opérationnelle depuis les 20 dernières années en Afrique, mais aussi en Irak, en 90, etc. Donc, elle a des états-majors qui savent ce que c'est que d'aller au front. Allemagne, non. Italie, non. Belgique, Pays-Bas, non. Pays nordiques, non. Qu'est-ce qui vous reste? Royaume-Uni, ils n'ont plus de moyens. En revanche, ils ont des services spéciaux et des services de renseignement qui sont capables de faire des coups assez brillants. Je pense moi, je suis persuadé que le sabotage du Nord Stream, c'est leur affaire. Parce qu'ils ont les compétences. Il faut des nageurs de combat qui soient... Là, on est vraiment dans le très, très pointu. Il faut aller en profondeur. Il ne s'agit pas simplement de poser une mine sur la coque d'un bateau qui est dans une rade, mais vraiment, il faut aller détruire un système pour faire croire que c'est une panne ou un sabotage léger sans que tout saute. Et nous faire croire que c'était des Ukrainiens qui ont fait ça, alors j'entends... carnaval tous les jours, hein. Donc, j'entends, là, donc, les Britanniques ont encore un gros savoir-faire de cela, mais c'est un savoir-faire de niche. Oui, mais alors les Américains ne veulent plus. Ils veulent plus faire la guerre. Les historiens de la longue durée, qui, pourtant, en général, sont pas très tournés vers les affaires militaires, mais qui regardent la guerre comme, au fond, l'accoucheuse d'un leadership ou au contraire celle qui défait un leadership, disent le déclin des États-Unis est irréversible à partir de l'entrée en Irak en 2003. Et là, regardez la situation des États-Unis dans cette région du monde. En 2003, ils entrent en Irak, ils font leur politique au nez et à la barbe de l'ONU, contre l'opinion mondiale, sur la base d'une coalition, on va dire, anglo-saxonne, entre guillemets, avec vraiment, écoutez, c'est nous qui décidons maintenant les nouvelles règles du jeu, et en Irak, c'est un dictateur horrible, il prépare des armes de destruction massive, et donc nous avons apporté, comme d'habitude, la paix et les droits de l'homme. On est en 2003. Aujourd'hui, on est à peu près 20 ans plus tard. Oui. On est 20 ans plus tard. Où sont les États-Unis dans cette région? Ils ont environ 1 millier de forces spéciales dans le nord-est de la Turquie en soutien des forces kurdes. À peu près 1 millier de forces spéciales, sans doute moins. Et si on prend la comparaison par rapport à la chute de l'Empire romain, entre le moment où l'Empire romain s'étend vers l'actuelle Roumanie,
vers la mer Noire, etc., etc. Et le moment où il se replie derrière le Limès en disant aux barbares, débrouillez-vous, mais surtout venez pas trop nous déranger, il se passe entre 2 et 3 siècles. Or, là, il se passe 20 ans. Et il faut se rendre compte de ce raccourcissement extraordinaire de l'histoire. Maintenant, il n'y a plus un seul, je dirais, politicien américain, même le plus néoconservateur, qui parle d'une intervention à terre. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.